Madame la Présidente de l'Internationale libérale, chère Akima, Mesdames et Messieurs les membres de l'Internationale libérale, Monsieur le maire de Pittsburgh, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est avec plaisir que j'ai accepté de prendre part à cette rencontre, cette première réunion du comité de la justice climatique de l'Internationale libérale, ici même à la Maison du Sénégal, qui abrite la mission permanente auprès des Nations Unies. Parce que la cause est essentielle, j'allais dire vitale. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Et je voudrais remercier la présidente, Mme Akima El Haïté. Merci Akima pour ton engagement dynamique et tes efforts inlassables au service de notre mouvement. Je tiens à saluer la présence parmi nous du maire de Pittsburgh, un partisan de première heure de l'accord de Paris sur le climat. Thank you, Mr. Mayor, for your commitment. Puisque c'est la cause même du climat qui nous réunit ce matin. Thank you very much for coming all. Et nous tenons notre réunion au lendemain du sommet Action que l'Assemblée générale des Nations unies a consacré à la problématique du climat dans ses différents aspects. Changement climatique, financement de la transition énergétique, mesures d'atténuation et d'adaptation, etc. C'est une problématique majeure, tant la question est devenue vitale pour toute la planète. Il n'est pas du tout exagéré de dire que c'est le sort même des générations actuelles et futures qui se joue aujourd'hui. Une récente étude contributive au 6e rapport d'évaluation du groupe des experts de l'ONU, le GIEC, prévoit en effet un réchauffement climatique plus fort que prévu, même dans le scénario le plus optimiste, qui impliquerait une diminution immédiate des émissions de CO2 atmosphérique de l'ordre de 10 à 15 milliards de tonnes par an jusqu'en 2100. Ça, c'est le scénario le plus optimiste. Dans le pire des scénarios considérés, où la croissance rapide est alimentée par des énergies fossiles, la hausse de la température moyenne globale atteindra 6,5 à 7 degrés Celsius en 2100, contre une prévision de 4,8%, 4,8 degrés Celsius dans le dernier rapport du GIEC en 2014. Je crois donc que les chiffres parlent d'eux-mêmes et se passent de commentaires. Mais il y a surtout l'impact visible et ressenti du changement climatique. L'avancée du désert à une vitesse incroyable, l'érosion côtière, la fonte des glaciers, l'alternance de sécheresse et inondations que nous vivons présentement, la déforestation à grande échelle et les phénomènes climatiques extrêmes. Au gré des changements climatiques, des millions de personnes payent de leur vie des catastrophes naturelles, se retrouvent sans abri et forcés à la migration. Les ravages de l'ouragan Dorian sur les Bahamas il y a juste quelques jours en constituent une illustration bien parfaite. Bref, la cote d'alerte est atteinte, voire dépassée. Il faut donc agir. L'action, c'est ce qui compte le plus. Et nous sommes tous concernés, pouvoirs publics, étatiques ou gouvernements locaux, sociétés civiles, communautés de base et individus. À l'échelle des pays, des principes clairs ont été édictés, celui du pollueur-payeur et celui de la responsabilité commune mais différenciée, signifiant par là que chaque pays doit assumer sa part de responsabilité dans la lutte contre le réchauffement climatique selon son niveau d'industrialisation et de développement. Mais nous savons que les choses ne se passent pas comme cela. Les plus gros pollueurs ne participent pas
à la mise en place du Fonds vert. Et depuis Paris, nous tournons en rond. En réalité, les États continuent de vivre selon, n'est-ce pas, des intérêts nationaux. Mais cela ne doit pas décourager les combattants, ceux qui combattent pour la justice climatique. Et il faut continuer ce plaidoyer. C'est pourquoi je salue cette rencontre d'aujourd'hui de l'Internationale libérale. Pour que l'accord de Paris sur le climat reste en vie et au cœur de l'agenda international, il faut continuer justement le plaidoyer et la sensibilisation afin de maintenir élevé le niveau d'alerte et de conscience environnementale. Il faut continuer à relever le défi des climato-sceptiques qui ne veulent pas se rendre à l'évidence. Mais il faut surtout engager des actions concrètes de mise en œuvre sans attendre. L'accord de Paris sur le climat engage les États parties à travailler ensemble pour que les pays en développement, africains en particulier, n'empruntent pas le même schéma pollueur que les pays industrialisés. Il reste que l'Afrique ne doit pas continuer à être le continent le plus affecté par les changements climatiques, alors que sa contribution aux émissions de CO2 liées à l'énergie demeure la plus faible, devant atteindre seulement 3% en 2040. Donc, il y a là une question de justice qui se pose. D'autre part, le continent africain ne peut pas renoncer aux sources d'énergie les plus compétitives sans mesure de compensation en termes de mobilisation de ressources et de transfert de technologies. Ce sont les conditions qui devront pousser les pays africains à renoncer au charbon, ce qui est le cas du Sénégal désormais, et à renoncer aux industries polluantes. À cette fin, l'Union africaine a mis en place un fonds d'appui à l'électrification de l'Afrique, logé à la Banque africaine de développement, pour mobiliser le financement de projets d'électricité dans le cadre d'un mix énergétique. Au nom du NEPAD, dont le Sénégal assure la présidence du comité d'orientation, j'ai à plusieurs reprises fait le plaidoyer au sommet du G7 comme du G20 et ici même dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies pour inviter les partenaires bilatéraux et multilatéraux à contribuer au financement de ce fonds conformément aux engagements convenus dans l'accord de Paris en matière de financement des mesures d'atténuation et d'adaptation. Je pense qu'il convient aussi de clarifier et de simplifier les procédures et formalités d'accès aux ressources du Fonds vert pour le climat afin que ce fonds puisse contribuer de façon plus efficace aux initiatives concrètes sur l'atténuation, l'adaptation, le transfert de technologies, le financement et le renforcement des capacités des pays face aux phénomènes climatiques extrêmes. Je n'oublie pas la responsabilité individuelle des pays. C'est le sens même de la contribution déterminée au niveau de chaque État. Mon pays, le Sénégal, y travaille avec l'ambition de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 28% à l'horizon 2030. Nous continuons de développer un programme soutenu de mix énergétique, notamment l'énergie hydroélectrique au sein de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal et l'électrification par voie solaire avec une dizaine de centrales aujourd'hui en service en attendant l'achèvement de 2 autres et d'une centrale éolienne. Le Sénégal, dès l'année prochaine, aura 30% de son énergie provenant du soleil, du vent et de l'hydroélectricité. Donc, je pense que nous sommes bien partis pour donner l'exemple dans la recherche d'une énergie propre mais compétitive. Le transport urbain également reste un défi à relever dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et dans ce cadre, la moitié de la population mondiale, soit 3,5 milliards de personnes, vit aujourd'hui dans les villes.
et ce chiffre atteindra 5 milliards d'individus en 2030. La région de Dakar, qui abrite notre capitale, illustre à suffisance l'expansion urbaine contemporaine, avec seulement 0,3% du territoire national. Dakar concentre 50% de la population urbaine du Sénégal, 24% de la population globale du pays et 70% du parc automobile du Sénégal. Les projections montrent que sa population doublera en 2040 pour atteindre 7 millions d'habitants, ce qui impliquera également la croissance du parc automobile. Et c'est en prévision de ces mutations rapides que j'ai lancé en janvier 2018 un grand projet de train express régional. La première partie est en cours de finition et le projet pourra fonctionner dès le début de l'année prochaine. Nous avons aussi lancé un système connecté de bus transit rapide, un système de transport non polluant, dont les travaux vont démarrer ce mois d'octobre. À terme, ces deux modes de transport de masse devront nous permettre de voyager dans de meilleures conditions de sécurité, de ponctualité et de confort, en même temps qu'ils contribueront au décongestionnement automobile et par conséquent à la réduction de la pollution générale par le transport urbain. Et selon les estimations, la combinaison du train express régional et du BRT nous permettra d'éviter l'émission de plus d'1 million de tonnes de CO2 à l'horizon 2035. Nous mettrons également en œuvre la loi sur l'interdiction du plastique, même s'il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine. Et plus récemment, nous avons lancé un programme dit Zéro déchet pour un meilleur assainissement de notre cadre de vie. Madame la Présidente, chers amis, pour conclure, je voudrais dire que l'urgence climatique transcende les frontières. Elle transcende les idéologies et les considérations partisanes. Au-dessus de tous les clivages doit émerger ce que j'appellerais un citoyen du monde climato-conscient, à l'opposé du citoyen climato-sceptique. Ensemble, nous devons tous et toutes comprendre que les paroles et les bonnes intentions ne suffisent plus. Aujourd'hui, l'urgence climatique ne nous laisse aucun choix que d'agir. Agir pour nos choix responsables de production et de consommation à l'échelle individuelle. Agir pour des politiques publiques écologiquement rationnelles. Agir par le respect des engagements internationaux convenus. C'est ainsi que nous pourrons préserver la planète pour notre propre survie et celle des générations futures. Je vous remercie.